Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler ici des business des entreprises financières et notamment de MSCI et Standard Poor's. On va notamment regarder les différents segments que composent ces entreprises-là, notamment la notation de dette sur laquelle MSCI n'est pas présente. En revanche, les datas financières et indices, ces deux entreprises-là sont présentes là-dedans. On va regarder un peu les spécificités de chaque sous-segment, le pricing power, l'avantage concurrentiel et les différents risques. Voilà, ça va être une vidéo assez intéressante. On va commencer par la segmentation des revenus de S&P et ensuite on va continuer avec MSCI. Donc il faut savoir que en fait, Standard Poor's, ils ont fait une grosse acquisition récemment. Ils ont acquis IHS Markit, qui était une entreprise de données, de data financière. Donc vous le voyez ici dans la partie Market Intelligence. Cette acquisition a permis principalement de consolider les revenus de S&P et d'apporter plus de récurrence, puisque avant elle était beaucoup plus portée sur la partie ratings, donc la partie notation de dette. Et là, ça permet tout simplement d'apporter donc plus de récurrence. Cette partie-là, elle représente environ 35% du chiffre d'affaires. Suit également maintenant la partie ratings. Donc la partie ratings, c'est la notation de dette, tout simplement l'activité historique de S&P. Et ensuite, vous avez deux autres catégories, donc la partie mobility et commodity insight, qui sont en gros des parties de vente de données, vente de logiciels à l'industrie des matières premières et l'industrie automobile. Donc ça va être la chaîne d'approvisionnement ou alors la fourniture des prix des matières premières. Et enfin, vous avez la partie indice, donc principalement liée au S&P 500, aux indices Dow Jones et à tous les ensembles des indices Standard Poor's. Concernant MSCI, la segmentation est un peu plus simple, puisque voilà, juste ici, vous avez la partie donc indice qui compose par contre 57% des revenus. Il faut savoir que MSCI, c'est principalement du coup une boîte à revenus liés aux indices. Vous avez la partie analytics, donc c'est la partie data financière qui représente 23%. Et enfin, vous avez 20% du chiffre d'affaires qui est représenté par le SG et le private equity ainsi que l'immobilier. Voilà, vous voyez ici que vous avez une segmentation qui est un peu différente. Je vous remets ici le graphe de Standard Poor's. Standard Poor's, c'est surtout de la data financière ainsi que de la notation de dette, alors que MSCI, c'est surtout en fait de l'index, tout simplement. Voilà. On va maintenant regarder les spécificités de chaque secteur, notamment la notation de dette. Alors même si MSCI n'en fait pas, on va quand même regarder celle de S&P et qui vous permettra également de comparer maintenant à celle de Moody's si le business de Moody's vous intéresse. Premièrement, la première chose à savoir concernant la notation de dette, c'est que cette activité-là a un énorme pricing power que Morningstar donc estime entre 3 à 4% par an. Et il faut savoir qu'en fait, le pourcentage prélevé par les agences de notation sur la dette émise en fait est extrêmement faible puisque ça représente environ 7 points de base, c'est-à-dire 0,07% du montant de la dette. Si par exemple, voilà, si vous avez par exemple émis 100 euros de dette, en fait, S&P va vous prélever seulement 7 centimes. Donc voilà, c'est extrêmement faible. Et ce montant-là, en fait, en pourcentage, il va pouvoir continuer à monter, en fait. Pourquoi? Parce que premièrement, en fait, ça reste une activité où ils sont en oligopole, vu que vous avez seulement 3 acteurs occidentaux, on va dire, pour la notation de dette. Donc ils vont sans problème en fait pouvoir monter ce pourcentage-là, sachant qu'en plus de ça, avec l'inflation, les montants de dette vont naturellement augmenter. Donc qui dit dette plus importante et pourcentage encore plus important, voilà, dit croissance importante. Et la deuxième raison pour laquelle ils vont pouvoir augmenter en fait ces niveaux de prélèvement, donc ces niveaux de commission, c'est tout simplement, premièrement déjà parce qu'il y a un faible risque de régulation, parce que c'est une activité qui profite aux clients. Voilà, tout simplement. C'est une activité qui profite aux clients. Pourquoi? Parce que le client paye 7 points de base sur la dette, sauf que en revanche, vu que la dette a été donc notée par une agence de crédit, les marchés en fait prêtent à des taux beaucoup plus intéressants pour l'entreprise qui a émis la dette. Ce qui veut dire que l'entreprise perd 7 points de base pour faire noter sa dette. En revanche, elle gagne entre 30 et 65 points de base d'intérêt en moins pour le taux d'intérêt de sa dette. Donc vous voyez qu'en fait ici, vous avez un énorme gap si en fait vous ne vous faites pas noter par les agences de notation tout simplement. Donc il y a énormément d'intérêts et très peu d'inconvénients en fait à être noté par S&P ou encore Moody's. Donc vous voyez ici que c'est une activité qui est vraiment hyper intéressante et qui profite en fait à l'ensemble des acteurs, aux émetteurs de dette comme aux agences de notation. C'est pour ça qu'en fait, il y a une activité où il y a très peu de régulation et vous avez un pricing power qui est juste démentiel. Et en revanche, ce que je vous mettais ici, c'est que le seul risque, en fait, c'est l'essor du crédit privé, c'est-à-dire que les entreprises, parfois, maintenant en tout cas, se prêtent entre elles, sans forcément émettre de la dette sur les marchés. Et ça, c'est une tendance qui est en croissance.
Par contre, ce que je précisais, c'est que en fait, l'impact était négligeable face au volume de dette. C'est-à-dire que pour l'instant, le crédit privé représente une fraction vraiment minime des volumes total en fait, de dette en circulation. Et en plus de ça, S&P est également en train d'investir dans le crédit privé, dans des entreprises qui font du crédit privé pour au contraire surfer sur la tendance. En revanche, vous voyez ici sur le graphe de Standard Poor's que en 2022 et 2023, avec l'inflation et la montée des taux, ça a fortement impacté les émissions obligataires et donc les revenus prélevés par S&P. Donc voilà, en fait, faut faire attention à ça puisque le principal driver, que ce soit à la hausse comme à la baisse, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Si vous avez des taux d'intérêt très volatiles, ça va fortement impacter les niveaux prélevés par la partie ratings. Donc attention à ça. Et en plus de ça, si vous avez forcément de l'inflation ou alors une récession économique, vous allez avoir moins de dettes qui sera émise et donc moins de revenus pour S&P. En revanche, revenu cyclique certes, mais moat extrêmement fort puisque on l'a dit, vous avez un oligopole, vous n'avez que 3 acteurs occidentaux qui proposent ça et en plus de ça, vous avez en fait une partage de la valeur à travers le client qui émet la dette et vous avez une visibilité long terme exceptionnelle parce que vous avez très peu de chances qu'un nouveau concurrent arrive sur le marché. Je vous ai mis ici voilà, les deux raisons. Vous avez l'actif intangible, donc l'image de marque de SPGI et de Moody's qui est juste exceptionnelle. Et en plus de ça, vous avez un effet de réseau, donc il y a très peu de chances au final voilà, que vous ayez de la concurrence durant les 10 ou 20 prochaines années, d'autant plus que la notation de dette, c'est une activité qui est centenaire. Ça fait des centaines d'années que ça existe. Donc ils ont un avantage exceptionnel là-dessus. Le deuxième segment d'activité, c'est la data financière. Là, par contre, pour le coup, on pourra analyser MSCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, par contre, en revanche, vous avez un pricing power qui est plutôt moyen. Pourquoi? Parce que vous avez une concurrence assez importante. Vous avez notamment Axioma, vous avez également Aladdin de BlackRock. Axioma, c'est pour Deutsche Börse. Vous avez également Bloomberg, vous avez également Refinitiv qui est géré par la bourse londonienne. Donc vous avez quand même pas mal de concurrents là-dessus. Et ces concurrents-là, ils ont tous une offre très très attractive. Donc même si c'est généralement sous forme d'abonnement comme je vous le mettais ici, vous avez un pricing power assez moyen parce que si vous augmentez trop vos prix, votre taux de rétention va diminuer et les concurrents iront vers la solution la plus accessible et la plus qualitative. En revanche, les revenus ici sont croissants et récurrents, mais voilà, comme je vous disais, le moat est assez étroit et qui est lié au coût de changement, forcément, parce que si vous changez de fournisseur de données, ça va être assez compliqué de suivre et d'importer toutes les données, mais le pricing power est quand même assez faible. Concernant donc la partie data financière, donc Global Market Intelligence, vous voyez ici que grâce à la forme d'abonnement, donc c'est des souscriptions, vous avez une croissance qui est hyper stable. Là ici en 2021, vous avez eu un gap tout simplement parce que vous avez eu une acquisition, mais hormis ça, vous avez une stabilité qui est vraiment remarquable et ça permet donc d'apporter de la prédictibilité au business de Standard & Poor's. Concernant par contre MSCI, au niveau de la formule Analytics, formule de vente de données, c'est plus ou moins la même chose. C'est le même type de données, c'est des outils pour gérer des portefeuilles, c'est des outils pour suivre les marchés, pour avoir des informations sur les niveaux des indices, sur les niveaux des entreprises, bref, plein d'informations qui apportent énormément de valeur ajoutée aux entreprises. Ici, donc vous voyez ici, je vous ai mis sur le dernier rapport trimestriel de MSCI, vous avez une croissance d'environ 7% organique, donc c'est plus ou moins en fait la même chose que Standard & Poor's. Standard & Poor's sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, il mettait 11%, mais ça prend en compte en fait des acquisitions et en termes de vente organique, on est plutôt sur du 7-8%. Et le deuxième élément à regarder, c'est en fait le taux de rétention en fait de cet abonnement, puisque comme vous avez des abonnements, il faut également regarder combien en fait continue de payer et combien en fait continue. Et sur le taux de rétention, vous voyez ici que MSCI est autour de 93%. C'est assez faible historiquement, mais ça reste quand même un chiffre globalement bon à comparer aux alentours de 95% pour Moody's. Maintenant, forcément, ça bouge en fait au fil des trimestres, notamment si vous avez des clients qui fusionnent, comme ça a été le cas récemment. Je précise également que SPGI comme MSCI s'attendent à une croissance en fait de cette partie-là, de ce segment, donc data financière, autour de 8% en organique. Ce qui est quand même un très très bon niveau, et MSCI plus ou moins s'attend à la même chose, puisqu'elle s'attend à environ 8% de croissance avec des dépenses qui augmentent moins vite que le chiffre d'affaires, donc ça va permettre d'augmenter les marges, donc on pourrait même s'attendre à du 9-10% de croissance des bénéfices sur MSCI, sur la partie analytics, donc data financière, donc c'est vraiment très très bon comme chiffre. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais sur la partie ratings, S&P Global, lui, s'attend plutôt à 6-9% de croissance. En revanche, ces niveaux de croissance-là, ils sont quand même beaucoup plus volatiles puisque les montants en fait, de dette émis, ils ne sont pas aussi prédictibles que des abonnements sous forme de souscription. Donc,
c'est beaucoup plus volatile. En revanche, on s'attend quand même à une croissance organique assez importante du côté de cette dette-là. Maintenant, on va passer au dernier point, donc c'est la partie indice. Donc la partie indice, vous avez S&P qui en propose, vous avez également MSCI. En revanche, vous n'avez pas Moody's. Moody's n'est pas présente dans les indices. Vous avez Morningstar également. Concernant la partie indice, il faut comprendre qu'elle est créée en deux sous-segments. Les frais prélevés sur les encours sous gestion, c'est-à-dire que plus vous allez avoir d'encours sous gestion et donc d'investisseurs qui achètent des ETF, plus MSCI va prélever des frais importants. Et deuxièmement, les frais, les souscriptions, donc les abonnements, c'est-à-dire qu'un gestionnaire d'actifs qui va vouloir faire un fonds par exemple sur l'Europe et qui veut se référer au MSCI Europe va devoir payer un abonnement pour donc se référer, se benchmarker à un indice. Et il faut savoir que premièrement, concernant les abonnements, vous avez un pricing power qui est très très élevé, qui est autour de 3-4% par an, encore une fois, estimé par Morningstar. Et deuxièmement, vous avez très peu de chances que ces gestionnaires d'actifs changent d'indice de référence. Donc vous avez un taux de rétention qui est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que si vous changez d'indice de référence, il y a de fortes chances que en fait, vos clients ne soient pas d'accord. Et donc, ce qui s'est passé par exemple avec l'ETF Amundi, je ne sais pas si vous avez suivi, l'an dernier, en juillet, un ETF Amundi a changé d'indice de référence pour ajouter en fait un screener, un filtre ESG et a changé d'ailleurs un peu l'indice de référence. On est passé de 530 millions de collecte à environ 388 millions, ce qui veut dire qu'on a eu une baisse de 27% de la collecte, alors que dans le même temps, donc, un autre ETF Amundi qui était sur le Nasdaq et les deux sont disponibles en PEA, donc en fait les deux étaient en concurrence, alors que pendant ce temps-là, donc, l'ETF d'Amundi, lui, a enregistré une collecte de plus de 80%. Donc ça montre ici que les flux en fait, vers les ETF peuvent rapidement changer en fonction de l'indice de référence. Là, pour le coup, l'ETF d'Amundi n'a absolument pas plu en fait, aux asset owners, donc les particuliers et les institutionnels. Et on a donc observé une rotation au niveau des flux pour aller vers d'autres indices. Donc là, vous avez vraiment la preuve en fait que si vous changez d'indice, il y a assez peu de chances que vos clients ne soient pas d'accord avec vous et donc que vous subissiez une décollecte. Donc sur cette partie-là, en fait, MSCI a un énorme pricing power puisqu'elle jouit d'un taux de rétention qui est extrêmement élevé et d'avantages concurrentiels qui sont significatifs. En revanche, ça c'était la partie abonnement. Par contre, pour les frais prélevés sur les actifs, ici, en fait, vous assistez depuis pas mal d'années en fait, à une diminution des frais liés aux actifs. Pourquoi? Tout simplement, les gestionnaires d'actifs en fait, baissent au fur et à mesure leurs frais prélevés sur les encours. Et donc, en fait, ça se répercute également sur les frais de MSCI. Donc, même si vous avez une collecte des ETF qui est juste impressionnante, vous avez cependant une baisse en fait, des pourcentages prélevés, ce qui veut dire que les revenus en fait, croissent un peu moins vite que ce qu'ils pourraient faire. Concernant les flux de collecte, donc les flux vers les ETF, c'est juste impressionnant. Vous voyez ici, donc là c'est sur le graphe de Standard & Poor's, les flux qui vont vers les ETF américains en fait sont juste impressionnants. Vous voyez ici qu'on a eu quasiment 3000 milliards de collectes d'ETF en l'espace de 10 ans. Et au contraire, en fait, on assiste au phénomène inverse sur les flux actifs. On a une décollecte de l'ordre de 2 milliards et demi, ce qui veut dire qu'en fait tous les flux qui sortent des fonds actifs vont vers les fonds passifs. Donc c'est vraiment une méga tendance qui devrait continuer sans problème en fait durant les prochaines années. Le seul problème avec ça, c'est peut-être qu'un jour, si on a un taux de détention de marché par les ETF qui est trop important, comme je vous le montre ici, si on a un taux de détention des ETF trop important du marché, donc ça pourrait poser des problèmes d'efficience du marché, donc le régulateur américain pourrait peut-être intervenir. Sur le graphique du milieu ici, vous voyez que en fait, les États-Unis, à travers les ETF, détiennent environ 21% de leur marché domestique, c'est-à-dire que 21% du marché est déjà détenu par des ETF. En revanche, dans la zone euro et dans le reste du monde, c'est beaucoup plus faible. Pourquoi? Puisque l'Europe, on est plutôt autour de 10% de détention, donc 2 fois moins que les États-Unis. Et le reste du monde, donc principalement les marchés émergents, on est encore plus faible, on est autour de 7-8%. Donc souvent déjà, il faut se dire que les ETF pourraient poser un problème d'efficience à partir de 50 à 60%. En tout cas, c'est un débat qui revient souvent et on estime que c'est autour de ce niveau-là qu'on pourrait commencer à se poser des questions. Sauf que là, en Europe et dans les marchés émergents, on est quand même bien loin de ces niveaux-là. Et la bonne surprise, c'est que MSCI est principalement concentré sur les actifs hors États-Unis et Standard & Poor's, au contraire, est principalement sur les marchés américains. Ce qui veut dire que MSCI a quand même beaucoup plus de visibilité à long terme sur les marchés émergents et européens, puisqu'il y a moins de taux de détention sur ces zones-là, alors qu'aux US, on a une tendance qui est certes
beaucoup plus forte à court terme, puisqu'il y a énormément de flux qui vont vers les marchés américains. En revanche, on commence déjà à avoir une partie qui est non négligeable, en tout cas pour l'instant, de taux de détention d'ETF sur les marchés. En revanche, avant qu'on passe à quelques données graphiques pour montrer la croissance de ces niveaux-là, il faut savoir que MSCI dépend beaucoup de BlackRock, puisque environ 40 à 45% du chiffre d'affaires qui est lié aux frais d'encours sous gestion dépendent de BlackRock. Ce qui veut dire que BlackRock a un pouvoir, comme je vous le mets ici, de négociation à travers son contrat de 10 ans qui est signé avec iShares. Donc iShares, c'est ceux qui gèrent les ETF, qui est signé jusqu'en 2029. Et donc cette dépendance-là, puisque BlackRock est quasiment en situation de monopsone, c'est-à-dire que c'est quasiment le seul client pour MSCI, comme il a un pouvoir de négociation important, c'est possible que dans les prochains mois, prochains trimestres, BlackRock décide de diminuer les frais qui vont reverser à MSCI. Alors c'est absolument pas un problème à long terme, ça représentera juste un problème à court terme, c'est-à-dire que la croissance ralentira, on perdra peut-être 1 ou 2% de croissance. En revanche, pour le cours de bourse, on risque d'avoir une très forte chute et ça, ce sera l'occasion de rentrer sur le titre, puisque c'est absolument pas un problème à long terme. Les marchés l'ont déjà anticipé. On risque d'avoir une diminution au fil du temps en pourcentage des frais prélevés sur les encours sous gestion. Donc là, c'est pas un souci. Par contre, c'est vrai que pour S&P, on n'a pas du tout ce problème-là d'encours sous gestion, puisqu'il y a énormément de gestionnaires d'actifs aux États-Unis, Vanguard, Fidelity, etc. Donc, ils n'ont pas ce problème-là et ils ont un pricing power qui est plutôt neutre, alors que MSCI, au contraire, a quand même beaucoup plus de problèmes pour garder le même niveau de frais. Vous voyez que de ce côté-là, S&P est elle beaucoup plus protégée, puisque en fait, elle a plusieurs clients et elle n'a pas de forte dépendance à un client en particulier. Donc, ils ont quand même plus de pricing power, ou en tout cas, ils pourront mieux négocier leur prix que MSCI, qui elle est un peu plus fragile de ce point de vue-là. Dans les deux cas, il y a un faible risque de régulation. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu un taux de détention des ETF sur le marché qui est important, il y a assez peu de raisons pour que l'on freine non plus les flux vers les ETF. On a un avantage concurrentiel qui est significatif, on l'a vu, il y a très peu de chances qu'un indice soit changé, parce que sinon on risque une décollecte. Et puis de manière générale, lorsque l'on utilise un indice pour une zone géographique, cet indice-là a tendance à perdurer dans le temps et à continuer à être utilisé. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de soucis non plus. En revanche, ce que je vous mettais, c'est que la récurrence des revenus va s'affaiblir au fil des ans. Pourquoi? Puisque cependant, ce que je vous mettais, c'est qu'au fil des ans, la récurrence des revenus risque de s'affaiblir. Pourquoi? Puisque les encours sous gestion, en tout cas les revenus liés aux encours sous gestion, ont tendance à croître plus vite que les revenus des souscriptions. Et forcément, une souscription, c'est quand même prédictible, alors que des encours sous gestion, ça va dépendre de la collecte ainsi que de l'appréciation des marchés durant l'année, donc un marché baissier ou un marché haussier. D'ailleurs, en 2022, comme vous le savez, on a subi une récession avec un marché boursier qui s'est pris quand même moins 25%. Ce qu'on remarque, c'est que en jaune, vous avez la courbe de croissance liée aux encours sous gestion et en bleu, la courbe des souscriptions, donc les actifs, les gérants d'actifs qui se référencent à un benchmark. Vous voyez ici que donc les frais prélevés sur les encours sous gestion ont été en décroissance pendant 4 trimestres consécutifs, alors que la croissance des abonnements, donc des souscriptions, elle a été hyper stable et a même été limite en croissance et autour de 12% à chaque trimestre. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. La différence entre les abonnements et les encours sous gestion, et plus en fait on a une partie qui est liée aux abonnements, plus on va avoir des revenus croissants et avec une prédictibilité complètement folle. D'ailleurs, concernant la segmentation géographique des revenus liés aux indices, il faut savoir que les États-Unis représentent au final que 28%, ce qui veut dire que vous êtes très fortement exposé à l'Europe et au marché émergent, alors que ça constitue en fait des réservoirs de croissance énormes. Donc il y a de très fortes chances qu'on ait de très belles années de croissance encore à venir pour la partie indice. Et enfin, je vous ai assez peu parlé de Standard & Poor's pour la partie indice. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont très concentrés sur les États-Unis. Il faut savoir que la majorité de leurs revenus, en fait, ça vient du S&P 500 et des actions américaines. Ce qui veut dire qu'actuellement, avec les flux qui vont vers ces régions-là, vous avez une croissance qui est quand même supérieure à celle de MSCI. En revanche, sur long terme, on peut anticiper que cette croissance-là sera plus volatile puisque elle est principalement liée aux États-Unis. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple une décollecte l'an prochain ou alors une baisse des marchés, en fait, elle ne sera pas du tout atténuée par d'autres zones géographiques ou alors une collecte importante sur les autres zones géographiques. Donc voilà, c'est un peu différent, mais de ce point de vue-là, c'est que sur les États-Unis, il y a quand même moins de potentiel de croissance à long terme pour l'activité de
SPGI, contrairement à celle de MSCI. Et enfin, on va finir avec le potentiel de croissance à long terme de la partie index, ce qui veut dire qu'on est autour de 12-13% pour la partie index sur la croissance de l'EBITDA pour MSCI. Et pour Standard & Poor's, on est plutôt autour de, voilà, je vous ai mis ça ici, on est plutôt autour de 10% et plus. Donc voilà, c'est à peu près pareil, hein, c'est autour de 12-13%, avec une marge opérationnelle qui est encore une fois impressionnante. Et c'est en fait c'est cette activité-là, hein, qui tire les revenus vers le haut de l'activité de Standard & Poor's et de MSCI, vu que c'est vraiment des tendances de fond avec une croissance impressionnante et des revenus, des marges opérationnelles qui sont d'ailleurs les plus élevées de toutes les activités confondues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. C'est des dossiers qui sont extrêmement longs à appréhender, il y a énormément de choses à voir encore, hein, j'ai pas pu tout vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!